La situation à l'intérieur de la Russie se détériore très rapidement. Les maires russes se retournent maintenant contre Poutine, se plaignant ouvertement de l'opération militaire spéciale qui continue de tuer leur fils. Et si l'histoire en est la preuve, ce groupe est le seul que vous ne voulez pas voir s'exprimer en Russie. Le gouvernement russe devrait être terrifié. Ce ne sont pas seulement les maires russes. Le maire de Moscou, principale ville du pays, s'est publiquement opposé à le plan de mobilisation de Poutine. Même certains propagandistes et blogueurs de guerre russes appellent désormais très ouvertement Poutine un dirigeant faible. Alors, pour arrêter toute cette dissidence, Poutine se tourne vers la seule organisation qui ne peut pas le trahir. Son bon vieux FSB, successeur du KGB. Il leur a donné un pouvoir sans précédent. Et cette décision a discrètement déclenché une sorte de guerre civile entre le FSB et l'élite russe. Et bien sûr, comment pourrais-je l'oublier, il se passe quelque chose de mystérieux à Moscou. Les habitants ont entendu quelque chose hier, dans toute la de la ville, du centre jusqu'à la périphérie. Mais personne au gouvernement ne veut dire ce que c'était. Cela a mené à des spéculations. Et un physicien affirme que cela pourrait être quelque chose de nucléaire. Alors qu'est-ce que c'était ? Était-ce un essai nucléaire qui a très mal tourné ? Eh bien parlons-en. Je veux aussi vous faire écouter ce son que tout le monde a entendu à Moscou. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce qui a explosé en Russie. Voici notre nouvelle rubrique. La nuit dernière, l'Ukraine a poursuivi ses frappes contre l'installation logistique Wildberries en Russie, visant cette fois Yekaterinbourg, située à environ 200 km du front, soit près de 1500 miles. Et ici, nous pouvons voir la première frappe se produire devant nous. Nous voyons un drone arriver. Et ici, nous voyons la frappe se produire. Ce n'est pas une frappe majeure, mais souvenez-vous, cet endroit est rempli de papier, d'appareils électroniques et de batteries très inflammables. Dans un instant, je vous montrerai la situation après coup. Mais avant, nous avons un drone qui entre dans l'installation, ce qui est très intéressant. Le drone n'y va pas directement, il fait en fait le tour, puis il entre. Et c'est pour une raison très précise. Voici le passage dont je parle. Le drone, même si la personne qui enregistre la vidéo dit que le drone vole directement vers Wildberries, n'y va pas directement. Et c'est parce qu'avant que ces drones ne décollent d'Ukraine, ou d'où qu'ils soient lancés, les opérateurs ukrainiens programment leurs drones pour suivre un itinéraire précis, évitant ainsi les défenses aériennes et les tirs antiaériens entendus en arrière-plan. Maintenant, ce drone survole, tourne en rond, puis tombe ici. On observe ensuite la seconde frappe. En revenant plus tôt dans la vidéo, on entend surtout les tirs de la défense antiaérienne. En parlant des drones, regardons la toute dernière innovation que les Ukrainiens ont réalisée sur la ligne de front. Comme vous le savez, les drones ont été utilisés de manière très intensive, non seulement pour des frappes à longue portée, mais aussi sur la ligne de front. Sur la ligne de front, ils emploient surtout des drones FPV, avec des innovations dans leur utilisation. Avant, ces drones se connectaient via un certain type de signal, comme le Wi-Fi. Mais cela a conduit notre camp à brouiller ce signal. Il menait des contre-mesures de guerre électronique, ce qui empêchait toute communication avec le drone. À ce moment-là, les Russes ont proposé en premier la solution de connecter les drones à l'opérateur par un câble à fibre optique, rendant le brouillage impossible. Maintenant, les Ukrainiens l'ont aussi copié, et il y a eu de nombreuses innovations différentes que les Ukrainiens ont développées. Par exemple, ils peuvent couper le câble à fibre optique pour que le drone tombe. Ou comme cette nouvelle innovation, où les Ukrainiens ont un drone qui vole avec un filet fixé dessus. Ce filet agit de façon intéressante lorsqu'il détecte un drone russe. Regardez, ici, vous voyez un drone russe depuis le point de vue du drone ukrainien. Voilà le filet. Le filet rend en gros impossible pour les hélices de continuer à voler, ou à tourner je suppose, à pivoter. Donc le drone ne peut plus voler, et tombe simplement. C'est vraiment intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, du moins pour moi, c'est l'une de ces innovations où le drone ukrainien n'est pas détruit pendant la mission, et peut donc être réutilisé plusieurs fois. Je pense que ce drone ne coûte probablement que quelques centaines de dollars, donc je ne pense pas que les Ukrainiens se soucient tant que ça de perdre le drone. Mais malgré tout, c'est clairement quelque chose d'intéressant. Et dans ce prochain extrait, on peut voir les conséquences. Pas vraiment les conséquences, mais plutôt l'incendie qui brûle dans un entrepôt Wildberries après une frappe. Regardez bien. Cet incendie est intense. Bien sûr, ces entrepôts sont énormes. Ils font la taille de plusieurs terrains de football. Certains font l'équivalent de 50 terrains de football, dans un seul entrepôt. Donc, quand tout l'entrepôt est détruit, ce feu, c'est pas facile à éteindre. Et parfois, cet incendie dure plusieurs jours. Cela a amené certains comptes ukrainiens à faire des mèmes. Et voici le plus drôle que j'ai vu, où ils suggèrent un nouveau drapeau russe. La partie supérieure serait remplacée par toutes les raffineries et autres cibles frappées par l'Ukraine, illuminant la ligne d'horizon russe, comme ici. Comme promis,
Je veux vous montrer les conséquences de ce à quoi ressemble cette installation, ou plutôt cet entrepôt, après que l'incendie a été éteint. Ce n'est pas beau à voir. Voici donc l'imagerie satellite. Sur cette première image, vous pouvez voir l'état avant la frappe. C'était le 1er août, donc avant la frappe. Et vous pouvez voir l'entrepôt debout, comme n'importe quel autre entrepôt. La frappe a lieu dans la nuit du 4 au 5 août. C'est pour cela que nous avons 2 dates différentes. Mais voici à quoi cela ressemble après. Pratiquement tout a brûlé. Et cela s'est passé dans la ville de Toula. Ce qui était une frappe récente. Maintenant, la prochaine image que nous avons vient de Moscou, de la région de Moscou. Et cet entrepôt à Elektrostal était le plus grand entrepôt que l'Ukraine ait frappé jusqu'à présent. C'est le 2e plus grand entrepôt de Wildberries, mais le plus grand jamais touché et détruit. Voyez la situation après coup. Cette frappe a eu lieu le 18 juillet. Et maintenant, vu du satellite, pratiquement tout est brûlé. Il y a un segment ici qui n'est pas brûlé, et un autre ici. En dehors de cela, au moins 85% de l'installation est désormais inutilisable. Ils devront la reconstruire. La campagne de blocage logistique de l'Ukraine continue aussi. Cela signifie que la Russie peine à réapprovisionner la Crimée et à ravitailler ses troupes en première ligne. Et ici, nous avons d'autres extraits du compte officiel de la défense de l'Ukraine qui nous montrent ce qui s'est passé ces derniers jours. Regardons-en quelques-uns. On voit ici un camion de ravitaillement touché par un drone, puis un autre vu de l'arrière. Ensuite, un camion-citerne également frappé par un drone. Dans la dernière vidéo, nous évoquions que les Russes envoient désormais souvent des véhicules de défense anti-aérienne. Des unités de défense aérienne équipées de canons escortent les convois de carburant pour les protéger des drones. Mais malheureusement, cela ne marche plus. Devinez quoi? Un de ces convois a été détruit par les Ukrainiens. Et nous avons les conséquences, filmées par un Russe qui traverse les lieux après tout ce qui s'est passé. Alors regardez, écoutez. Il commente lui-même la scène, je n'ai donc pas besoin de le faire. Écoutez par vous-même. Allez! Pendant qu'il n'y a pas de circulation en face, il y a 3 véhicules en train de brûler ici. La route est-elle dégagée? Vas-y, 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 putain! Je ne vois rien du tout, putain! Je ne vois absolument rien, putain! Là, c'est une vraie montée d'adrénaline. Vers 9h du matin, heure locale, hier, quelque chose a explosé dans la région de Moscou. Et tout le monde l'a entendu. Et quand je dis tout le monde, je veux vraiment dire tout le monde. Des gens du centre-ville jusqu'à la périphérie de la ville, tout le monde l'a entendu. Mais quelque chose de suspect s'est produit, car il n'y a toujours aucune confirmation officielle à l'heure actuelle concernant la nature de ce bruit. D'habitude, à chaque arrivée de drones ukrainiens, le gouvernement annonce toujours « Eh les gars, on a abattu autant de drones et tout ce feu que vous voyez, eh bien c'est juste des débris de drones. » Il y a une annonce, même si ce n'est pas toute la vérité. Les Russes reçoivent quand même une sorte d'annonce. Mais cette fois, ils n'ont rien eu. Et cela a poussé beaucoup de Russes à inventer des théories sur ce que c'était. Et ces théories sont vraiment, vraiment effrayantes. Maintenant, avant d'en parler, j'ai le clip du son. Je pense que ça vient d'une caméra de sonnette ou peut-être d'une caméra sur le côté de la maison de quelqu'un. Donc, peu importe ce que vous voyez, faites attention à ce que vous entendez, d'accord? Écoutez bien. En plus de cela, il y a un résident russe qui habite à proximité. Il a entendu le son et il a un détail qui embrouille un peu tout le monde. Il dit que d'habitude, chaque fois que les Ukrainiens envoient des drones ou des missiles, le son provient d'un côté précis, face à la frontière ukrainienne. L'Ukraine envoie un drone depuis son territoire. Il entend les drones approcher, puis l'explosion de l'autre côté. Mais cette fois, il dit que l'explosion et le son ne venaient pas du côté ukrainien, ça vient de Moscou. Donc, ça vient d'un endroit d'où ça ne devrait pas venir. Écoutez simplement ce que ce type raconte. C'est étrange car Moscou est là-bas, mais le son venait de là-bas. Le périphérique central, des bases militaires et d'autres installations sont dans la région. La Biélorussie et l'Ukraine sont par là. Les drones viennent généralement de cette direction. Et le son venait de cette direction. Je n'ai même pas pris la peine de poster quoi que ce soit, parce que je pensais que c'était juste la défense aérienne en action. Ça arrive tous les jours. Mais s'ils l'ont entendu à Moscou là-bas, Serpoukov et Podolsk sont de ce côté. En bref, les fenêtres ont tremblé, et j'ai eu l'impression que toute la maison avait bougé sur ses fondations. En bref, tout a tremblé. Ce n'était pas juste un missile qui passait, mais quelque chose venant du sol. Soit quelque chose s'est écrasé, soit quelque chose a été lancé. Tu sais à quoi j'ai pensé? Hier, la fusée de Musk a percuté la Lune à
6800 km/h, et a créé un énorme cratère. Mais le son ne voyage pas dans le vide. Le son de là-bas n'aurait pas pu nous atteindre. C'est ma seule supposition. Je ne sais rien d'autre. Maintenant, en plus de tout cela, nous avons un physicien russe qui a également entendu ce son, et il a sa propre théorie. Et c'est une théorie effrayante. Donc je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune preuve que ce type apporte. Il ne fait que pontifier. Vous savez, il ne fait que spéculer. Maintenant, il dit que, puisqu'il n'y avait pas de fumée, cela pourrait être un bruit d'origine nucléaire ou une explosion nucléaire. Et il fait une comparaison historique avec la bombe tsar de la Russie pour appuyer ses propos. Écoutez bien. Mesdames et messieurs, je ne veux effrayer Mesdames et personne. messieurs, je ne veux effrayer personne à propos de l'onde de choc d'aujourd'hui à Moscou. En tant que physicien, j'ai l'intuition que si rien ne nous a touchés, rien n'a pris feu. Et qu'il n'y avait pas de fumée, alors peut-être que c'était quelque chose de nucléaire. Mais encore une fois, je ne vais pas affirmer que c'est forcément le cas. Je vous rappelle simplement que lors du test de la Tsar Bomba, l'onde de choc a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Je sais pas. Si vous êtes ici pour les bases du business, voici une autre notion essentielle. Protégez vos données personnelles en ligne. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien du site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni s'occuperont du reste avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus compliqué à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez mon code spécial pour obtenir 60% de réduction sur tout abonnement annuel à Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Espérons que les Russes obtiennent très bientôt une véritable confirmation à ce sujet. Mais honnêtement, même si cela ne mène à rien, Poutine a un problème bien plus grave à gérer. Le pire des scénarios pour lui commence à devenir réalité. Et pour comprendre pourquoi je dis que cela pourrait être le pire scénario, il faut comprendre comment la dernière guerre de l'Union soviétique s'est réellement terminée. Et cette guerre a en fait conduit à l'effondrement de l'Union soviétique. Voici un bref résumé. Lorsque l'Union soviétique est entrée en Afghanistan, elle y est restée coincée pendant 10 ans. Elle a dû finir la guerre, car les maires russes ont protesté contre le gouvernement. Devinez quoi ? Une situation similaire se produit contre Poutine. Il est coincé dans le même genre de bourbier. Écoutez bien. Maintenant, je me souviens que la dernière fois, j'ai dit qu'on n'allait pas censurer les mots en F dans la vidéo. Mais le monteur a fini par les censurer quand même. Pas d'inquiétude, ça n'arrivera pas. J'ai demandé au monteur de ne pas censurer. Écoutez, c'est non censuré. Et juste un petit rappel, si vous n'êtes pas abonné, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne auprès de l'algorithme. Maintenant, voici l'extrait. Les abrutis qui soutiennent cette putain de guerre. Ceux qui attendent que les objectifs de l'opération militaire spéciale soient atteints. Vous tous qui voulez cette guerre, allez crever là-bas. Un missile a survolé la maternelle de mon enfant. D'abord, l'alerte au missile a retenti. Mon enfant sait ce que signifie la sirène. Je n'aime déjà pas que mon enfant soit obligé de vivre dans un monde où il connaît les mots « menace de missile ». Nous n'étions même pas encore entrés dans la maternelle qu'un missile est passé en rase-motte au-dessus de nos têtes. Peut-être qu'il volait pour tuer des enfants ukrainiens. Peut-être qu'il volait pour tuer les nôtres. Mon enfant est tombé dans les escaliers et a eu peur. Il a fait une crise de panique. Il ignorait quoi faire, mais a compris que ce n'était pas un petit avion, ce n'était pas un hélicoptère. C'était un missile. Il a reconnu le son. Il a couru vers les marches de la maternelle et s'est mis à pleurer de façon incontrôlable. Il était terrifié. Il n'y a rien dans ce monde. Absolument rien. Qui vaille les larmes de mon enfant. J'en appelle à tous ceux qui soutiennent cela. À ceux qui veulent encore ce bain de sang. Vous nuisez aussi à la santé mentale des enfants. Vous gâchez leur vie. Mon enfant a une enfance heureuse. Il a un petit vélo. Nous allons nager dans la rivière. En plus de ses souvenirs d'enfance, il se rappellera s'être allongé sur les marches
effrayé par un missile survolant sa maternelle. À ceux qui ont commencé cela, soyez maudits. Je maudis encore plus ceux qui poursuivent cela. Ceux qui prennent les armes chaque jour pour tuer d'autres personnes. Je suis rentrée chez moi. L'alerte missile est finie, mais je reste furieuse. Cela dure depuis presque 5 ans. 2 personnes, juste 2, incapables de régler leurs différends par la diplomatie, ils sacrifient la vie d'enfants et d'innocents des 2 côtés. Je vis à 100 km de l'Ukraine. Vous comprenez? J'ai eu la chance de voir un missile pour la première fois en 5 ans. Les habitants des zones frontalières des 2 côtés ont sans doute vu bien plus. J'essaie de partager cela avec les gens de ma ville. Personne ne me soutient. On préfère me blâmer. Moi qui suis mécontente de ce qui se passe, plutôt que de blâmer ces salauds qui ont déclenché ça et le font durer. C'est une petite ville de moins de 18 000 habitants. Comme je tiens un blog, beaucoup ici me connaissent. La plupart ont cessé de me parler. Je suis profondément indignée. J'étais indignée. Et je continuerai à l'être. J'appellerai une guerre une guerre. Je dirais que c'est mal. Que c'est de la tristesse, de la douleur et de la saleté. Et j'appellerai toujours les gens à choisir la paix. Parfois, nous espérons que tout finira bientôt. D'autres fois, nous sommes désespérés. J'ai tant essayé de rester proche de mes parents et de ne pas partir. Comment suis-je censée partir? Dois-je encore exposer mes enfants à ce danger? Ou mon enfant pleure car il sait qu'un missile passe au-dessus de lui? Je dis simplement non à la guerre. Comme je l'ai déjà mentionné, les mères sont un groupe très puissant dans n'importe quel pays. Mais en Union soviétique, elles ont en fait déjà réussi à forcer l'État à plier. Tout a commencé en Union soviétique, lorsque des mères ont protesté contre la guerre en Afghanistan et créé le comité des mères de soldats, qui a eu un fort impact. Elles sont devenues la première rébellion civile contre l'État qui a réellement réussi, car l'État a effectivement changé sa politique à cause de ces protestations. La même chose s'est en fait produite en Russie, après l'effondrement de l'Union soviétique. Lorsque la Russie est entrée en Tchétchénie pour la première guerre de Tchétchénie, ce comité des mères de soldats est redevenu actif. Il a commencé à protester contre la conscription, et le gouvernement d'Yeltsin a effectivement cédé une fois de plus. Ils ont cessé de conscrire de jeunes gens, ils ont cessé de conscrire des étudiants. Et devinez quoi? À cette époque, Poutine était déjà actif dans la politique russe. Donc il a vu cela personnellement, et il se souvient de tout. Et c'est exactement pourquoi, depuis qu'il est entré en Ukraine, il a été très prudent pour ne jamais laisser un tel mouvement recommencer, car il sait où cela peut mener. Donc, chaque fois que nous voyons des extraits comme celui-ci, nous devons faire attention, et comprendre ce que cela signifie vraiment. Pour Poutine, cela pourrait mener à quelque chose de bien, bien plus grand. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème auquel le petit Vladimir doit faire face. Des personnes puissantes à Moscou prennent aussi la parole. Et quand je dis puissante, je le pense vraiment. Je parle du maire de Moscou, souvent considéré comme possible successeur de Poutine. Et maintenant, il déclare publiquement qu'il ne soutient pas le plan de mobilisation, dont beaucoup de gens au Kremlin parlent déjà, ou spéculent. Et c'est quelque chose que nous avons déjà abordé, où beaucoup de gens, de nombreux experts, pensent qu'après les élections en Russie, qui auront lieu, je crois, fin septembre, Poutine a un plan pour mobiliser au moins 1 demi-million d'hommes afin de les envoyer sur les lignes de front. Eh bien le maire dit qu'en réalité, c'est le mauvais plan. Cela va ruiner l'économie, et cela va faire en sorte que la Russie perde cette guerre. Écoutez. Nous entendons constamment des discussions sur le fait qu'il faut. On parle sans cesse de la nécessité de tout mobiliser. Mettre toute l'économie sur le pied de guerre, etc. Mais l'économie moderne est structurée différemment. S'il n'y a pas d'économie de paix, s'il n'y a pas d'impôts, pas de revenus personnels, et que la situation politique est très différente, nous ne remporterons pas la guerre. Nous ne remporterons pas la guerre. Et pour tuer la vie, tuer une économie normale, c'est tuer le pays lui-même. C'est pourquoi ce sont des discussions inutiles qui viennent de personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne une économie moderne ou comment se mène une guerre moderne. La guerre moderne se mène sur 2 fronts. D'abord, le véritable champ de bataille. Et ensuite, la santé du pays. Une économie saine et stable. Sans cela, la victoire n'est pas possible. Impossible. Je vais être honnête, c'est une critique très modérée. Les mots visaient l'économie, et il reste très très loin de toute critique envers la guerre elle-même. Mais malgré tout, il est l'un des responsables les plus puissants de toute la Russie à s'opposer publiquement à Poutine. Mais devinez quoi, il n'est pas seul. Des propagandistes russes, moins diplomates que lui, comme le maire, existent aussi. Ils ne sont plus indulgents et qualifient désormais publiquement Poutine de dirigeant faible pour sa gestion de la guerre. Écoutez,
puis je vous expliquerai ce que ce type veut vraiment dire. Que la plus haute autorité Ne fait que la plus haute personnalité manque d'informations objectives sur ce qui se passe ne fait aucun doute. Parce que, franchement, ce qu'il exprime donne une impression douloureuse précisément à cause de l'énorme, immense différence entre la réalité sur le terrain et la façon dont la plus haute personnalité perçoit la situation. La différence entre ce qui est D'une part, comme le dit le proverbe, le roi ne sait pas. Mais d'autre part, excusez-moi, le roi n'a-t-il pas lui-même créé ce système de mensonges et tromperies totales? Et ainsi de suite? Eh bien, pour être précis, pas lui seul, mais avec sa participation active. et ainsi de suite. Je vois qu'il vous est difficile de trouver les mots justes pour ces questions. Permettez-moi donc de parler franchement. Vladimir Poutine est-il un dirigeant fort? Non, il ne l'est pas. C'est un dirigeant faible. Et il ne s'agit pas seulement d'un roi manipulé par sa cour, comme on dit, mais des figures publiques qui siègent, entre autres, dans une certaine tour, une certaine structure, et ainsi de suite. Se trouve, y Y compris ceux qui sont responsables d'une série de nominations scandaleuses. ce responsable des nominations scandaleuses. Comme je l'ai dit, cet homme n'utilisait pas un langage diplomatique. Et ses critiques reposent sur un constat très précis. Il s'agit de la façon dont Poutine voit cette guerre par rapport à la réalité sur le front. Poutine croit encore, ou du moins c'est ce qu'il affirme publiquement. On ne sait pas vraiment s'il y croit ou non. Mais il affirme publiquement que les forces russes avancent toujours, et que la Russie ne rencontre aucun problème sur le front. Je ne sais pas s'il y croit vraiment. Je ne sais pas s'il dit cela uniquement pour la propagande à destination du public intérieur. Mais nous savons une chose. La réalité diffère de ce que Poutine prétend. Depuis fin l'an dernier, il répète ce scénario. En tenue militaire, il annonce la prise d'une nouvelle ville en Ukraine. Mais en observant vraiment la situation sur le front, on se rend compte qu'il ment. Il y a deux possibilités. La première, c'est qu'un soldat russe a simplement planté un drapeau dans une nouvelle ville, un seul homme, et Poutine affirme alors que la Russie contrôle désormais la ville, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Dès que ce drapeau est hissé, un drone ukrainien arrive et s'occupe de ce soldat russe. Et la Russie ne contrôle plus rien dans la ville, même si selon Poutine, la ville est sous contrôle russe. Donc soit c'est ce qui se passe, soit parfois c'est encore pire. Les soldats russes restent hors de la ville et combattent dans la zone grise. Pourtant, Poutine prétend que la ville est contrôlée par la Russie, ce qui est faux. À chaque fois qu'une telle situation survient, les propagandistes russes blâment sans cesse l'entourage de Poutine, évitant de le critiquer directement. Ils affirment que Poutine reçoit de fausses informations ou de mauvais conseils, et qu'il ignore simplement la réalité. Mais ils veulent jamais critiquer le tsar directement. Mais ce type a laissé tomber tout ce faux semblant, il s'en prend directement à Poutine en disant publiquement que c'est un dirigeant faible, il ne mène pas cette guerre correctement. Et bien sûr, n'oublions pas que ce type n'est pas quelqu'un qui est contre la guerre. Il veut que la Russie prenne le contrôle de l'Ukraine. Il veut que Poutine aille encore plus loin, qu'il commence à tuer autant de civils que possible. Mais il ne pense pas que Poutine est ce qu'il faut pour mener une guerre. Et c'est pour cela qu'il le critique. Maintenant, devine quoi? La partie sur la faiblesse est en fait vraie. Le pouvoir de Poutine s'est affaibli. Et Poutine lui-même le sait. Il ressent la position dans laquelle il se trouve. Et c'est précisément pour cette raison qu'il cède de plus en plus de pouvoir au FSB, pour s'assurer de rester au pouvoir. Cela crée en réalité une situation très problématique avec l'élite russe. Laisse-moi t'expliquer. Un nouveau rapport de Bloomberg vient de sortir. Regarde. Poutine s'appuie sur les durs du FSB pour contrôler les élites en temps de guerre. Selon ce rapport, de nombreux membres de l'élite russe redoutent que le FSB soit désormais incontrôlable depuis que Poutine lui a confié la préservation de son pouvoir, alors que l'inquiétude sur la guerre grandit. L'exemple principal de l'abus de pouvoir du FSB est la situation du PDG de Telegram. C'est un milliardaire russe qui est né en Russie. Telegram, je crois, a été fondé en Russie. Et maintenant, ce type a été accusé de terrorisme. Et pourquoi a-t-il reçu cette accusation? Eh bien parce qu'il ne voulait pas supprimer les groupes de discussion ukrainiens sur Telegram. Telegram est cette grande application de messagerie que beaucoup de gens utilisent. Je crois qu'ils ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. Cela signifie que des Ukrainiens et des Russes l'utilisent. Durant cette guerre, Telegram a vu son usage exploser parmi tous les impliqués, directement ou non. Aujourd'hui, Poutine ne veut plus de groupes ukrainiens sur cette application, appartenant à un Russe, ou au moins à un homme né en Russie. Poutine a tenté de faire pression sur cet homme pour supprimer ces groupes. Lorsqu'il a refusé, il a été accusé de terrorisme. Bien sûr, ce n'est pas Poutine lui-même qui a pris cette décision, c'était le FSB. Mais il est logique que Poutine fasse autant confiance à cette organisation. Tout le monde se souvient que Poutine était un ancien agent du KGB avant d'entrer en politique. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'après son entrée en politique,
le KGB a été transformé en FSB. Donc, le KGB est en quelque sorte devenu le FSB. Et Poutine a été l'un des premiers hommes politiques à apparaître publiquement à la télévision russe, sur les chaînes d'information russes, et à défendre le KGB. À cette époque, beaucoup de gens ont compris à quel point le KGB était vraiment mauvais sous l'Union soviétique. Et c'est pour cela que le KGB a été dissous, et qu'ils ont créé cette nouvelle organisation, le FSB, alors qu'en réalité, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, en plus de cela, Poutine n'a pas seulement défendu le FSB, il en a aussi été l'un des chefs avant de devenir président. Donc, il était auparavant un chef du KGB. Ensuite, je crois qu'il est devenu Premier ministre. Puis il est devenu président par intérim, et ensuite il est devenu président lui-même. Il a autrefois dirigé cette organisation. Il était lui-même un espion. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi il leur fait autant confiance. Mais les élites russes ne sont pas très contentes de cela, parce qu'elles voient le FSB simplement gagner plus de pouvoir, et qu'il n'y a aucun contrôle sur son pouvoir. Il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, aucun autre organisme ou institution qui puisse contrôler ce que dit le FSB. Ils ont maintenant essentiellement un pouvoir illimité à l'intérieur de la Russie. Regardez ce commentaire précis provenant d'une source russe. Cela parle du 2e département du FSB. Ce département est responsable de la lutte contre le terrorisme et du maintien de l'ordre politique en Russie. Et ils ont maintenant carte blanche pour enquêter sur n'importe qui, avec peu ou pas de compte à rendre. C'était la direction. C'était le groupe qui a poursuivi le fondateur de Telegram et emprisonné Ilya Remzlov, un blogueur pro-Kremlin sur la guerre déjà évoquée. Il a appelé à juger ou même pendre Poutine pour crimes de guerre. Il est maintenant en prison à cause de ce commentaire. Et ce groupe est aussi responsable de l'arrestation de l'opposant à la guerre, Boris Nazadin, qui vient de quitter le pays. Ce gars-là s'est présenté contre Poutine en 2024. Et puis, quelques semaines après cela, il a été condamné pour extrémisme, parce qu'il avait publié une photo d'Alexei Navalny. Et ensuite, il a été déclaré agent de l'étranger ce mois-ci ou le mois dernier. Et puis, lorsqu'il a craint pour sa vie, il est parti en France afin d'être en sécurité et de pouvoir continuer à critiquer et à s'opposer à Poutine depuis un endroit où il n'a pas à s'inquiéter du FSB. La même 2e direction s'en prend en mania des affaires. Elle confisque des biens à d'autres personnes et parfois même les distribue aux loyalistes. Donc, s'il y a un milliardaire qui énerve Poutine et un milliardaire qui soutient Poutine, son argent ira à cet homme car il soutient le régime. Ils s'en prennent aussi aux gens ordinaires, dont physiciens, chercheurs, acteurs, tous ceux qui s'expriment. Maintenant, pour les élites russes, ce n'est pas une bonne situation, parce que même si elles profitent de la guerre, elles n'ont vraiment nulle part où aller, à cause des sanctions. Et ils ne veulent pas vivre dans un pays qui devient de plus en plus autoritaire, de plus en plus semblable à l'Union soviétique. Et c'est pourquoi certains de ces élites donnent maintenant des interviews aux médias occidentaux, pour parler de l'ampleur du pouvoir que le FSB a réellement acquis sous Poutine. La guerre ne se passe pas comme prévu, donc les critiques envers Poutine augmentent. En réponse, il donne plus de pouvoir au FSB pour réprimer ses critiques. Pour continuer, dans l'épisode de cette semaine de Battlefield Breakdown, nous avons reçu David Stevens, originaire de Houston, ex-commandant de la marine américaine et ancien officier des opérations de frappe dans le Golfe Persique, aujourd'hui auteur. Il suit de près la guerre en Ukraine depuis le début. Comme vous le savez, ce segment provient de notre épisode complet que nous diffusons habituellement uniquement pour les membres. Donc, si vous souhaitez devenir membre et soutenir notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous ou en allant sur basicsinsider.com. Votre soutien nous permet de poursuivre un journalisme indépendant. Sans investisseurs ni milliardaires derrière nous, notre financement vient de vous et des revenus publicitaires YouTube. Si vous appréciez notre contenu, soutenez-nous en devenant membre dès aujourd'hui pour accéder à de nombreux contenus exclusifs produits chaque jour. Passons maintenant à ce segment. C'est vraiment impressionnant. C'est clairement ce que je considérerais presque comme un porte-avions miniature. Un drone qui a la capacité de lancer d'autres drones, d'esquiver des cibles. Et il peut même servir de kamikaze, ce qu'un porte-avions déteste faire. Il suffit d'y aller directement. Et il n'avait rien de tel, n'est-ce pas? C'est la partie la plus impressionnante, j'en suis sûr. Pour toi aussi. Parce que tu suis probablement l'actualité de la marine de beaucoup plus près que la plupart des gens. Il n'avait aucune marine au début de cette invasion. Et maintenant? Et relativement peu coûteux. Tu remarqueras dans certaines des images qu'ils lancent les drones, puis qu'ils installent un mât d'antenne pour les diriger. Ils ont aussi l'option de la fibre optique pour réduire les risques de brouillage. Une chose qui m'a vraiment frappé, et tu le verras probablement dans certains des autres extraits vidéo, ils ont en fait des lance-roquettes montées sur cet engin, et ils ont monté un missile IM-9 Sidewinder sur l'un de ces appareils. C'est ce que je transportais sur le
F-18 aux extrémités des ailes. 2 missiles Sidewinder conçus pour abattre d'autres avions. C'était impressionnant. Apparemment, ils ont déjà abattu 2 avions. Ouais, c'est fou. Récemment, je crois que les États-Unis ont confirmé quelque chose. L'état-major interarmé, c'est bien ça? Il a confirmé qu'un F-16 a abattu un Su-35, qui est l'appareil le plus avancé de la Russie. Absolument. Mais c'est ce drone Barracuda qui a en fait abattu un avion russe. C'est dingue. Depuis le drone. Ces drones navals, est-ce qu'ils dépendent toujours de la fibre optique ou... Non, la fibre optique relie le drone maritime au drone FPV qu'il lance. Maintenant, je ne pense pas qu'ils en aient besoin. Ils n'en ont pas besoin, car tu vois ce grand mât sortir du pont. Je suis sûr que c'est pour transmettre, recevoir, puis ils utilisent un satellite entre le navire et les contrôleurs. Ouais, c'est fou. Et aussi, je suis sûr que tu as vu toutes les opérations que l'Ukraine mène, frappant tous les pétroliers en mer Noire et en mer d'Azov. Quelque chose d'intéressant que je viens d'apprendre, c'est que aucun marin n'est mis en danger du côté ukrainien. Ils ont déjà neutralisé près de 200 pétroliers. Bien sûr, et tu verras dans ces extraits vidéo que, tout d'abord, ils évitent les tirs. Et ils ont largué des bombes, mais ils visent le gouvernail et le système de propulsion de ces pétroliers. Et c'est très important parce que tu veux vraiment pas percer un trou dans la coque d'un pétrolier, surtout si c'est dans tes propres eaux. Tu ne veux pas causer de grandes marées noires ni d'incendies. Je veux dire, c'est quand même une explosion énorme, non? Ouais. Ouais, ça marche pas toujours. Les pétroliers prennent feu, mais tu veux surtout éviter qu'ils fuient, surtout dans des eaux côtières partagées. Ouais, non, l'Ukraine en a précisé qu'ils ne cherchent pas à les détruire, se contentant de désactiver ces pétroliers pour les rendre inopérants, sans chercher à les endommager. Le pétrole à l'intérieur ou quoi que ce soit. Oui. Et voici quelques extraits iraniens, sur lesquels je suppose que tu pourrais en dire plus, puisque tu y es resté un moment. Des drones suicides navals américains frappent des quais iraniens, et ça date d'il y a un mois. Oui, c'est une technologie récente que nous utilisons. Et nous ne sommes pas, l'armée américaine et l'industrie de la défense ne sont pas trop fiers pour apprendre de l'Ukraine et d'autres pays, y compris l'Iran. Beaucoup des drones que nous déployons actuellement sur le terrain sont en fait des drones Shahed que nous avons améliorés et perfectionnés et que nous leur renvoyons directement. Savons-nous quelle est la des améliorations, par hasard? La plupart sont des systèmes autonomes. La capacité d'ignorer complètement le brouillage. Et des vitesses plus élevées, de la maniabilité et de la furtivité. Barracuda, oui. C'est comme le porte-avions miniature. Ici, on voit les rampes de lancement à l'arrière, mais toutes n'en ont pas. Elles peuvent tirer des roquettes non guidées et, comme je l'ai dit, ils ont aussi installé des missiles à guidage infrarouge, normalement utilisés sur des chasseurs. Donc, il peut aller aussi haut. Ça peut paraître bête, mais ils peuvent toucher un avion de chasse en vol, oui, ou seulement sur un. C'est un peu comme les systèmes de type Manpad. Vous avez vu les missiles lancés à l'épaule, là? Il y en a toute une série, russes, américains et d'autres. Ces engins peuvent être tirés depuis l'épaule. Ils ont une portée limitée. Ils ne peuvent toucher que des avions à une altitude relativement basse. L'AIM-9 est plus puissant, a une plus longue portée et est bien plus sophistiqué. Aussi, on peut voir un drone être lancé d'ici, juste après ce passage. Je suis sûr que c'est ce qui est écrit. Vous voyez Voilà. maintenant les roquettes tirées de l'arrière de l'appareil. Oui. C'est son système de défense. Voilà le mât d'antenne et la caméra. Et il y a un drone qui en sort. Les voilà partis. Ces drones sont connectés au vaisseau mère, qui lui-même est relié par satellite à l'opérateur. C'est fou parce que, je sais pas si tu te souviens, mais on avait parlé du fait que la Chine essayait de construire quelque chose comme ça il y a un an. Et l'Ukraine a réussi à le faire avant tout le monde. Oui, quand c'est ta vie qui est en jeu dans ton propre pays, t'es très motivé. Tu innoves beaucoup plus vite. Au fait, je ne sais pas si tu as vu ça, on en a parlé récemment. Ils approuvent 2 nouveaux modèles de drones par jour pour 2026. C'est fou, non? C'est incroyable, c'est vraiment impressionnant. Les choses dont nous devons tirer des leçons. Mais c'est difficile car les États-Unis innovaient aussi. Nous innovons toujours, non? Durant la guerre froide de la Seconde Guerre mondiale, l'innovation était à son apogée. Difficile à retrouver en temps de paix. Êtes-vous d'accord avec cela? Non, absolument, il n'y a aucun doute là-dessus. Et nous avons tendance à avoir beaucoup plus d'élan dans notre complexe militaro-industriel. Mais sous l'actuel secrétaire à la Défense, il court partout chez les industriels de la Défense et en gros, il les pousse à faire exactement cela. Oui, et ça, je suppose que ça touche un peu au côté business, mais j'ai vu certains PDG de ces entreprises en parler. Pour eux, la principale raison d'augmenter la production,
C'est simplement si le gouvernement commence réellement à passer des commandes, au lieu de simplement dire « Eh, nous devons augmenter la production ». Parce que pour ces PDG, ils ont aussi d'autres motivations. Ils ne veulent pas dépenser trop d'argent pour une nouvelle usine s'ils n'ont pas un retour sur investissement garanti. Non, c'est à peu près comme ça. Je pense pas que ce soit un problème pour l'instant. Nous consommons beaucoup de munitions très vite. Ah oui, c'est vrai, ce qui est fou. D'accord, ce prochain extrait montre un drone planeur FPV à guidage terminal qui va s'écraser sur un bateau russe. C'est important. Vous avez l'opérateur humain qui acquiert la cible, puis la transmet à un système expert d'IA pour poursuivre l'engagement. En cas de brouillage, le système devient totalement autonome. Waouh. Et vous pouvez voir que c'est très efficace. La cible manœuvre. Elle sait sûrement qu'elle est suivie. Mais le système d'IA est plus rapide. Donc c'est quelque chose que je voulais aussi approfondir. As-tu vu récemment que le directeur de la CIA, Radcliffe, a aussi confirmé que l'espérance de vie d'un Russe en première ligne est de 20-30 minutes? J'ai vu ça. Le clip. Il a dit que c'est à cause de l'IA. Comment l'utilise-t-il autrement? C'est logique. Quand le pilote perd le contrôle, l'IA prend le relais. C'est bien ça? Vas-y. T'as expliqué Oui, parce c'est que ça. je ne sais pas. Très vrai. La plupart des vidéos FPV montrent des mouvements saccadés à l'approche de la cible, donnant un aspect instable, puis tout devient noir. C'est normal. Tout pilote de porte-avions te le confirmera. À un demi-mile, ce n'est pas un problème. T'es un peu à côté. Qui s'en soucie? Plus tu t'approches du porte-avions, plus les corrections doivent être rapides et précises. Un humain ne peut réagir que jusqu'à une certaine vitesse. C'est pourquoi atterrir de nuit sur un porte-avions est la chose la plus stupide que j'ai faite plusieurs fois. Mais c'est toujours pareil. Quand tu guides quelque chose vers une cible, tu le pilotes, littéralement. Les corrections sont de plus en plus petites et rapides. Donc, beaucoup des premières vidéos FPV, ça part dans tous les sens, tu te demandes s'il va toucher, il plonge à la dernière seconde, peut-être qu'il touche pas. Avec l'IA, tu peux rendre ça plus précis car elle réagit plus vite, mais elle n'acquiert pas la cible. Elle ne fait que la phase de guidage terminal. Mais, et ça c'est tout un autre sujet, on se dirige vers l'acquisition de cibles par l'IA. Et ça amène tout un tas d'autres facteurs. Oui, le débat continue. Ce que tu expliques pourrait aussi valoir en première ligne, où l'IA prend le relais à la dernière seconde, non? Ce n'est pas forcément lié à des interférences ou à la guerre électronique. L'IA prend juste le contrôle car c'est plus simple pour elle que pour les humains. C'est vrai, je ne sais pas où se situe le compromis. Les opérateurs pensent encore pouvoir bien travailler sans que l'IA prenne le relais. L'acquisition par l'IA n'est possible que depuis peu. Il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas envisageable. L'IA était capable de battre les meilleurs maîtres d'échecs, mais elle ne pouvait ni attraper une balle, ni conduire. Aujourd'hui, on peut traverser les États-Unis en voiture. Les robots Optimus lancent et attrapent une balle de baseball. Ce type de capacité permet l'acquisition autonome, mais retire potentiellement l'humain de la chaîne de décision, c'est-à-dire la décision de frapper ou non. Cela suscite des inquiétudes. C'est certain. Je suis sûr qu'il y aura un débat intense ici aux États-Unis, et les gens essaieront de trouver des bonnes réponses, n'est-ce pas? Même s'ils ne sont pas d'accord, le but est de trouver la bonne réponse. D'autres pays n'auront peut-être pas ce débat. On n'a même pas besoin de parler de la Chine ou de la Russie. Je ne sais pas si l'Ukraine peut avoir ce débat. Vu leurs effectifs par rapport à ceux de la Russie, ils doivent l'adopter bien plus vite que d'autres pays. Absolument, et ils font face à un adversaire qui n'a pratiquement aucune limite morale. D'ailleurs, nous avons aussi certains de ces systèmes autonomes. Ils fonctionnent, même des chasseurs autonomes, mais ils en sont encore vraiment au stade de prototype. Comme je l'ai dit, il y a des inquiétudes à l'idée de confier la décision de tuer et d'envoyer un système mener une mission. Encore une fois, si vous voulez regarder le reste de l'épisode, vous pouvez le faire en devenant membre ci-dessous. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.